Voilà, donc le prochain événement. Donc là, c'est la deuxième conférence de GESI. Il y en aura cinq comme ça, il y en a cinq comme ça dans l'année. Petit rappel rapidement de ce qu'on a vu la dernière fois pour se remettre dans le bain et du coup faire l'enchaînement avec la deuxième séquence d'atelier d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, on a interrogé les extrêmes droites nazies et fascistes, donc dès les années 20 jusqu'aux années 30 pour aboutir sur la Seconde Guerre mondiale, pour comprendre deux choses, donc un cas d'école extrême, pour penser la question des haines plurielles, qui visait donc une pluralité d'individus. Donc ça, je le rappelle rapidement, il y avait effectivement les juifs, les tziganes, les communistes, les syndicalistes, même les sociodémocrates, enfin toute forme d'opposition aux fascistes et aux nazis ont été victimes, y compris des chrétiens de gauche, etc., ou autres, les étrangers, les migrants, des témoins de Jéhovah, des coloniaux, des personnes, il y avait des Noirs, il y avait des Asiatiques, etc., qui ont fini dans les camps. Ça vous rappelle ça, qu'il y a vraiment une pluralité et que cette pluralité, symboliquement, pour se rappeler de ça, c'est les symboles des triangles dans les camps de concentration où il y avait plusieurs triangles en fonction si tu étais homosexuel, handicapé mental, etc. Dits asociaux, les SDF, les personnes même des personnes alcooliques, du coup, pouvaient se retrouver parce que considérés comme des cas, alors pas des cas sociaux, ça va être le vocabulaire d'aujourd'hui, mais en tout cas des asociaux qui méritent soit d'être rééduqués, de travailler dans les camps, voire d'être gazés. Donc, il y avait vraiment une pluralité de cibles de la haine. Ça va, cette idée-là qui était fondamentale. Et la deuxième idée qui était forte de la séance dernière, c'est qu'on n'avait pas seulement une haine désordonnée, que le nazisme et le fascisme est un système social, économique, politique, militaire, culturel, idéologique, et que ce qui fait système, c'est le lien à la fois entre des préjugés, donc de la connaissance, des idéologies, et ensuite une traduction de la haine dans des différentes formes de discrimination, de harcèlement, de violences physiques, militaires, mais agressions de rue ordinaires, caillassage de commerçants juifs, etc. L'organisation industrielle des camps de concentration, jusqu'à l'organisation génocidaire, la solution finale, euh, par du coup les camps de concentration et la destruction des êtres humains dans ces camps-là. Donc ça va aussi cette idée-là de système pluriel qui à la fois s'appuie sur juste des idées, comme je le disais l'autre fois, après tout, quelqu'un qui est nazi tout seul dans sa tête, mais qui fait jamais de mal à personne, on va dire c'est son problème. Ce qui devient problématique avec un système et des idées, des préjugés, c'est quand les idées et la haine a un pouvoir de nuisance et de destruction. Et donc là, en l'occurrence, on avait bel et bien un État en entier qui disposait comme pouvoir de nuisance de l'établissement de lois, les lois discriminatoires, etc., les lois antisémites en Allemagne et puis en France aussi, hein, une police, une armée, des institutions, une capacité de donner des ordres pour la construction d'un camp de concentration, par exemple. Si c'est qu'un fantasme de destruction des juifs ou d'autres personnes dans la tête de quelqu'un, bon, peu importe. Mais si cette idée-là, elle peut jusqu'à se traduire par la fabrication matérielle d'un camp de concentration et la mise en mouvement d'une multiplicité d'êtres humains avec leurs intelligences, leur savoir, malheureusement, au service d'un projet génocidaire, là, c'est quelque chose qui devient gravissime. Ce n'est pas juste un système d'idées. Le nazisme, ce n'est pas juste une idéologie, c'est aussi sa traduction dans une traduction matérielle dans la destruction des personnes. Je reviens sur ça parce que du coup, ça va être un peu mon deuxième fil rouge d'aujourd'hui. On va donc, à partir de cette idée que un système fasciste, un système nazi, est bien un système, on va donc aujourd'hui s'intéresser, mais comment nos sociétés ont réagi après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire un autre système de l'humanité, pour le dire comme ça, pour réagir à cette situation-là et pour fabriquer de manière systémique une autre société sur d'autres bases, avec d'autres intentions. Ça a été quoi les leviers de transformation d'après-guerre? Ça va être autour de cette idée aujourd'hui, c'est comment on fait pour changer le monde dans un sens génocidaire, par enfin nazi, et comment on fait pour changer le monde dans un sens anti-nazi, antifasciste, humaniste, égalitaire, etc. Il y a des leviers de transformation pour produire
une société dans un sens ou dans un autre. Alors du coup, donc là, celui-ci, c'est bien une réflexion, une proposition de réflexion que je vous fais sur les réponses apportées après la guerre. En guise de petite introduction de cette séquence-là, je rappelle quand même, il faut se remettre dans cette idée-là. La Seconde Guerre mondiale, donc encore une fois, c'est pas juste des disputes d'idées dans les médias, ça serait traduit par des morts. Et donc, je ne vais pas refaire toute la comptabilité des morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut quand même en avoir quelques-uns. Selon les estimations et les sources des historiens ou de ceux qui ont essayé de travailler ces questions-là, on est entre 50 et 80 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, pour avoir une petite idée, parce que des fois les chiffres, ça peut être un peu abstrait, c'est comme si là, en 4-5 ans, il y avait 100% de la population française qui est décimée. Tout le monde. Bon, c'est effectivement pas une petite chose. Il y a plein de chiffres. Ça vaut le coup de jeter un œil quand même à ces différents chiffres à des moments. Parmi ces alors 60 à 80 millions, il y a par exemple 21 millions de morts qui sont comptés parmi ceux qui ont eu les plus lourdes pertes, l'URSS et toute l'Europe de l'Est. Alors, soit tués parce que slaves, parce que communistes, bolcheviques, etc., ou parce que juifs de l'Est, donc juifs et bolcheviques pour certains, juifs slaves pour d'autres. En tout cas, il y a des pays qui ont été frappés inégalement aussi par la destruction en termes de perte de vie. En France, on est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, à 500 000 à 600 000 tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Je prends quelques autres chiffres un peu interpellants. Par exemple, quand on prend un pays comme la Pologne, c'est 15% de la population polonaise qui a été décimée. En France, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 1, 2 ou 3% de la population. On n'est pas sur les mêmes échelles non plus. Et donc, je vous rappelle par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, la Pologne, vu qu'il y avait un projet de colonisation de l'Est, les nazis avaient une idéologie coloniale. Pour eux, l'Est était, comme pour l'Algérie ou d'autres pays, c'était un projet d'extermination, un projet de colonisation. La Pologne a été le premier endroit où s'est développé, y compris l'industrie génocidaire. Donc, c'est un des pays qui a connu le plus de morts. C'est à peu près 5 millions 400 000 morts, dont 3 millions de juifs. À l'époque, donc je reviens sur les juifs réels ou supposés qui ont été tués, génocidés, sur les à peu près 9 millions de juifs qui existaient en Europe, 6 millions ont été tués. D'accord. Donc on est dans à peu près 2 tiers de la totalité des juifs d'Europe qui ont été décimés. C'est juste gigantesque. Effectivement, comme je viens de le dire, dont 3 millions de juifs en Pologne. Donc, il y a aussi une question qui se joue là spécifiquement autour de la Pologne là, sur ces questions-là. Et en retour, je tiens à le signaler, c'est peut-être pas non plus le hasard que pour une bonne partie, par exemple, des historiens, des chercheurs, des intellectuels qui ont pensé la question de l'antisémitisme, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, qui sont militants anti-nazis, antifascistes dans les années qui suivent, bien souvent, les personnes sont liées historiquement à l'histoire juive ou à l'histoire polonaise. Ça peut être des Polonais non juifs, mais qui sont marqués et traumatisés par cette histoire-là. Il y a un lien entre les deux. Sur une population comme les Tziganes, par exemple, ce que je rappelle, donc la Shoah, c'est pour le nom qui est donné, Holocauste en anglais, mais Shoah, c'est le nom qui est donné pour la destruction du peuple juif à cette époque-là. Le Samudaripen, c'est le nom qui est donné par les peuples roms, les peuples tziganes, gens du voyage, etc., pour nommer l'intention génocidaire des Tziganes dans les camps de concentration par les nazis. Alors, du coup, on est à peu près, si je dis pas de bêtises aussi, on est à peu près à 300 000, 500 000. Alors, quand je dis des grosses fourchettes de différence comme ça, c'est que c'est une vraie difficulté de ce que j'ai pu voir pour les historiens de pouvoir mesurer le nombre de morts. Parce que du coup, il n'y a pas forcément une accession à une comptabilité exacte et fiable du nombre de morts. Il faut croiser un peu partout. Enfin, en fait, c'est un travail gigantesque aussi d'être capable même de pouvoir chiffrer avec exactitude. En tout cas, les estimations, c'est que c'est un tiers à la moitié des Tziganes d'Europe qui ont été génocidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, là, je ne vais pas continuer avec le nombre de morts de soldats coloniaux ou de colonisés, etc. En tout cas, je rappelle ça, qu'on a
à la fois en termes de mort totale, un des conflits les plus meurtriers de toute l'histoire de l'humanité. C'est une situation exceptionnelle de ce point de vue-là, en termes militaires. Parce qu'après, peut-être qu'on peut reprendre d'autres événements, mais qui ne sont pas forcément militaires, comme les 2 périodes de peste noire à l'époque médiévale qui ont décimé. Alors là, moi, je ne m'y connais pas, donc je ne sais plus, mais c'est, je ne sais plus si c'est pareil, un tiers de la population européenne ou la moitié. Enfin, c'est aussi quelque chose qui est gigantesque. Et pour vous donner une petite idée aussi, parce qu'on va peut-être réfléchir à un moment donné sur la question des symptômes, les symptômes traumatiques, les symptômes de stress post-traumatique dans des populations. Je l'avais déjà dit que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une partie du Nord-Pas-de-Calais qui a des problèmes de santé qui ne sont pas forcément toujours seulement attribués aux propres conditions de travail, de misère, de précarité des gens du Nord-Pas-de-Calais. Il y a une partie des problèmes de santé physique et mentale qui est issue des traumatismes de la région depuis plus de 500 ans d'histoire de violence économique, de misère, etc. dans le Nord-Pas-de-Calais. Le monde de la mine, par exemple, les enfants et les petits-enfants de familles de mineurs portent en eux des traumatismes liés aux traumatismes des générations précédentes. Ça va quand je le dis comme ça? On peut avoir des problèmes de santé, nous, pour des violences subies par nos aïeux par le passé. Si je vous le redis comme ça, vous, vous doutez bien que les personnes qui sont des héritiers malheureux de la Shoah, du génocide, de la persécution des Juifs, les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants portent encore en eux les traumatismes, la peur de la persécution juive, du retour de l'antisémitisme, etc. Ça va, ça vous parle, ça? Tout comme, par exemple, sur d'autres aspects, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble quand j'avais abordé la question du sexocide des femmes, les persécutions des femmes accusées de sorcellerie, qui étaient toutes devenues des sorcières environ au XVe siècle. La persécution massive et la destruction massive des femmes en Europe au XVe siècle, l'ensemble des femmes aujourd'hui, même inconsciemment dans les imaginaires et même dans la santé, portent encore la terreur vis-à-vis des hommes et du patriarcat qui a été instauré aujourd'hui. Le fait d'avoir peur quand on est femme, c'est pas juste parce qu'à la télé, de temps en temps, on voit une femme qui se fait agresser dans la rue. Il y a ça, parce que c'est une réalité immédiate, ordinaire, une vraie probabilité de tous les jours, mais c'est aussi une transmission dans le savoir des femmes du danger que représente le seul fait d'être une femme en Europe. D'accord? Et du coup, on a sur ces questions de l'impact de ces guerres aussi, là, en plus des morts en général, c'est aussi dans chaque catégorie de la population qui a été visée par les nazis et les fascistes, il y a effectivement donc du coup des traumatismes spécifiques à chacune de ces catégories-là. Ça va à peu près quand je le dis comme ça? Je repense par exemple, ça peut-être que si jamais j'oublie de le dire plus tard, je préfère le dire maintenant si jamais j'oublie. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a eu une association, les Flamands Roses, association LGBT, qui a milité pour la reconnaissance alors je sais pas si, je suis pas sûr qu'ils disent génocide, mais en tout cas de la persécution spécifique des personnes homosexuelles pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne disait pas LGBT dans le vocabulaire à l'époque. Mais du coup, c'est à Lille, dès 1992, que les personnes se sont mobilisées pour faire reconnaître, à chaque fois qu'il y a les journées de la mémoire, les Flamands Roses ont porté un combat de Lille, là, qui ont eu un impact au niveau national pour reconnaître, ne pas oublier dans la liste des morts les persécutions contre les personnes LGBT du coup à l'époque. Donc il y a aussi un trauma de ce genre de persécution-là, alors que peut-être que parfois dans nos imaginaires collectifs, on va peut-être plutôt penser Seconde Guerre mondiale, juifs, peut-être tziganes, et bon, voilà, puis après on oublie, alors que du coup, dans les personnes qui sont homosexuelles, par exemple, elles portent le traumatisme d'être une cible des nazis. Je crois que je l'avais dit, il y a des gens qui avaient pensé à ça la dernière fois, qui avaient dit, mais à Lille, il n'y avait pas eu des skinheads néo-nazis qui avaient attaqué un bar gay dans le vieux Lille. Eh bien oui, et donc en fait, je ne sais plus qui avait fait ce lien-là, mais qu'effectivement, on a donc un lien, et pour la communauté LGBT de Lille, par exemple, l'attaque fasciste d'un bar gay est bel et bien vécue comme une continuité du fascisme et de l'homophobie fasciste et nazie de la Seconde Guerre mondiale. Alors que quand on n'est peut-être pas concerné ou au courant de cette histoire-là, on ne va pas forcément faire le lien avec ça, sur des peurs qui peuvent ressurgir. Euh, Ok, du coup, là, pareil, je ne vais pas trop le développer, mais pensez aussi que du coup, cette guerre et ce niveau de haine, c'est aussi du coup la destruction, effectivement, des économies des différents pays, la destruction des villes en entier, combien de villes ont été rasées entièrement. Et ça, parfois, pareil, on n'en a plus forcément la mémoire.
le Nord-Pas-de-Calais fait partie d'une des régions qui a perdu, qui a été complètement défigurée, en fait, du coup. Le Nord-Pas-de-Calais, avant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, n'a rien à voir avec le Nord-Pas-de-Calais actuellement, même au niveau visuel. Il y a toute une multitude de choses qui ont été simplement éradiquées, effacées. Ok. Et donc, c'est aussi les économies qui sont à terre, c'est le tissu social qui est à terre. Et quand je dis le tissu social, mais c'est l'ensemble des structures, des équilibres culturels, des associations, des modes de solidarité, du fonctionnement global d'une société qui est complètement à terre au sortir de la guerre. Et pareil sur la question du logement et tout ça, donc je vais y revenir. C'est la question de l'économie, du travail, du logement, même de comment on fait pour nourrir un peuple au sortir d'une guerre. Pareil, comment on fait pour réacheminer de la nourriture de là-bas à destination des gens à l'autre bout de la France. Il faut bien s'imaginer que ce contexte-là, je pense que vous l'imaginez bien, mais pour se remettre un peu dans le bas, là, une guerre, c'est pas juste, il y a des morts et puis après on recommence, quoi. C'est pas confinement et c'est reparti, quoi. C'est pas le Covid, hein. On est sur une autre dimension d'atteinte profonde à l'équilibre de toute une société. Et c'est aussi, du coup, le sortir de la guerre, c'est pour qu'il y ait eu ce processus de fascisation et développement de la haine avec une partie des gens qui se sont retrouvés embrigadés dans ce processus de haine. Le sortir de la guerre, c'est la guerre s'arrête, ils ont perdu, mais c'est aussi la destruction du lien avec les voisins, hein. Qui c'est qui a balancé qui a collaboré. Enfin, faut se rappeler aussi que c'est ce climat-là après-guerre, c'est un climat qui est alors détestable, pas à cause des gens, à cause de la brutalité de ce qui s'est passé. On ne construit pas un tissu social comme ça, même de relations franco-allemandes, par exemple, cette fameuse question-là, etc. Alors franco-allemande, pourtant, c'est pas compliqué, puisque l'enjeu n'était pas entre Allemands et Français, c'était bien entre fascistes nazis français et antifascistes anti-nazis français. Et fascistes et nazis allemands, c'est pas un problème allemand, le nazisme, c'est un problème de nazisme. Ok. Alors maintenant, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est essayer d'identifier les différents donc, leviers de réponse des sociétés au sortir de la guerre. Je voulais essayer de tester avec vous cette fois-ci, peut-être de voir ce qui vous venait en tête et puis de construire la réflexion et de compléter. Mais je ne sais pas si ça va être bien pratique. On peut peut-être quand même essayer, si ça vous dit, pour voir. Si je vous demande, d'après vous, qu'est-ce qui vous vient en tête comme mesure de réaction pour reconstruire le monde après 44-45, donc pour lutter à la fois contre la question des idéologies fascistes, nazies, antisémites, homophobes, enfin tout ça, la question des préjugés, et reconstruire un monde dans le matériel, là, du coup, pour refabriquer une société plus basée sur la paix, la justice et d'autres types d'idéaux. Comment on a reconstruit les sociétés, on va dire européennes, on va peut-être rester ici, là, pour le moment, voir comme ça. D'après vous, comment ils ont fait pour sortir du nazisme et des fascismes, sortir de la guerre? Marshall aussi. Ouais. Grâce aux Américains qui ont alimenté en matériel. Complètement. Donc là, c'est une dimension financière, matérielle, industrielle. Il y a eu je ne sais pas, je me rappelle, il me semble que c'est aussi du matériel agricole. C'est des machines. Voilà, c'est ça. Locomotives, tout ce machin. Et financement de différentes initiatives. Donc là, on est bien sur de l'apport économique et matériel pour ressoutenir et restructurer les économies, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pensez à quoi? Je pense aussi que l'aide américaine aurait été surtout pour aider des pays comme l'Allemagne, la France, comme ça, mais surtout en ayant un regard vers l'Est, vers l'URSS, vers les communistes, pour avoir des alliés et puis aussi un contre-pouvoir. Ouais. Oui, parce qu'après, c'est ça aussi la difficulté de cette question du plan Marshall et du sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on est aussi dans l'arrivée de la guerre froide et en fait dans l'affrontement entre capitalistes et bloc de droite ou bloc capitaliste, on va dire, qui s'autonome les pays libres du point de vue des Américains, etc. Et de l'autre côté, c'est l'affrontement avec le bloc de l'Est, les pays communistes ou les forces rouges, les forces... donc on a aussi ça dans le plan Marshall, c'est attention qu'il n'y ait pas, après justement le nazisme, etc., et on va y revenir un petit instant, pourquoi. Après le nazisme, il y a un risque, une peur pour certaines forces capitalistes, pour le dire comme ça,
que en fait, les idées communistes et les idées égalitaires de ces camps-là progressent et que l'URSS accapare l'Europe. D'accord? Donc, le plan Marshall, c'est aussi attention, on vous finance si vous ne devenez pas trop rouge. Il y a aussi toute cette histoire-là. OK. Aussi, après la création de la CECE, qui donnait les prémices de l'Europe. Exactement. Donc, la communauté européenne de l'acier et du charbon, 1953, si je ne dis pas de bêtises, ou 54, mais je crois que c'est 53. Il me semble que c'est 54. 54 peut-être. Et du coup, donc celle-là, c'est pareil. Il y a, on va dire, deux dimensions. Il y en a une qui est construire une espèce d'Europe des nations et d'Europe de la paix. D'accord, ça c'est le discours de l'Union européenne, etc. Son intention. Et la communauté européenne de l'acier et du charbon et de l'acier, comme le porte son nom au départ, c'est pas la communauté européenne pour la paix. C'est un projet industriel. C'est un projet d'alliance industrielle entre les différentes forces européennes. Donc là aussi, on est sur la création du marché commun. On est d'abord sur une alliance économique à l'époque, mais du coup, l'Europe est un des leviers du sortir de la guerre. La création de la communauté de l'Union européenne, même si c'est bien plus tardivement qu'elle portera ce nom, dans la dimension économique industrielle d'abord, d'espèces de planification en commun de ce qu'on fait de cette zone économique-là. Et ensuite, on le verra, il y a d'autres types de leviers, d'autres types de projets, y compris sur la question des valeurs, de l'éducation ou d'autres choses, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier au sortir de la guerre pour alors, lutter contre le fascisme, le nazisme, etc., ou reconstruire la société? Vas-y. Je ne sais pas si ça correspond exactement à la sortie de la guerre, mais il y a des choses qui étaient nées pendant la guerre, Ouais. sous Pétain, Ouais. avec les mouvements d'éducation populaire, Oui. et qui a continué après. Enfin, ils ont contourné le contrôle pétiniste, Ouais, ouais, ouais. et ils ont mouvement d'éducation populaire, il y a la presse à la sortie, genre Bob Méry, des trucs comme des gars comme ça qui ont profité du temps de la guerre, de l'occupation pour réfléchir à des choses après. Ouais. Alors, effectivement, les stratégies d'éducation populaire, d'animation de jeunesse, etc., ça fait partie des stratégies de développement du lien social. La dimension éducative, au sortir de la guerre, on n'est pas seulement sur l'occupationnel. Hein. Au sortir de la guerre, il y a une volonté d'éduquer un peuple pour éviter que le fascisme se remette dans la tête des gens. D'ailleurs, il faut toujours le rappeler, parfois quand on dit l'éducation populaire, les mouvements de jeunesse, les mouvements BAFA, etc., aujourd'hui, on a une tendance à oublier qu'il y avait donc des tendances démocratiques et qu'il y avait une intention éducative très forte. Les familles communistes, elles allaient plutôt aller aux franches et franches camarades qui sont devenus les francas après. Les autres, ça allait être les scouts catholiques, les scouts laïcs, les éclaireurs de France. Les autres, ça pourrait être les scouts israélites ou les scouts catholiques, etc. Les autres, ça va être tous les réseaux des amicales laïques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Bon, les centres sociaux, ça en fait partie. Tu dis Les cathos, Joc. Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole chrétienne. Bref, en tout cas, du coup, au sortir de la guerre, il y a aussi l'idée que, oulala, en fait, on a laissé un terreau idéologique à des vendeurs de haine dans la tête des gens pour réussir à endoctriner toute une partie de la population, et y compris de la jeunesse, puisqu'il y avait les jeunesses hitlériennes, les jeunesses mussoliniennes, etc. Et donc, là, il y a eu aussi, y compris avec l'État, puisqu'on est sur la création petit à petit du ministère de la Jeunesse et des Sports, là, c'est le nom qui prendra plus tard. Mais effectivement, l'éducation populaire, il y a les jeunesses pétainistes, Pétain s'occupe de ça. Et au sortir de la guerre, on a une transformation de la volonté éducative d'un État sur sa jeunesse. Ce n'est pas une petite chose, parce que je vous rappelle que historiquement, l'éducation, il y a l'instruction, c'est l'école républicaine. L'éducation, c'est perçu comme seulement les parents. Même s'il y a de l'éducation dans l'instruction, hein, de toute façon, d'accord? Mais là, en fait, à ce moment-là, les sociétés se disent, on ne peut pas laisser un peuple seul face à des risques de fascisation, etc. Et donc, il y a une prise en main collective avec des décisions prises politiquement, collectivement, j'entends, de se mettre d'accord démocratiquement, pour pouvoir penser la question des valeurs transmises, des systèmes de pensée. Et avec l'éducation populaire, là, au sortir de la guerre, c'est développer l'esprit critique, et y compris l'éducation à l'antinazisme, à l'antifascisme dans plein de structures. Il y a eu cette dimension-là. L'aspect des valeurs qui était très, très importante. Avec plein de débats, hein, avec de nouveau, on refait des débats dans les quartiers, dans les villes, etc. OK ?
Le deuxième aspect, c'est-à-dire, tu as parlé de la presse, c'est ça? Ouais, Tu pensais à quoi? ben, dans les mouvements d'éducation populaire, enfin, pendant l'occupation, il y avait un, je ne sais plus où ça se passait, les responsables de jeunesse qui se retrouvaient dans un château, je ne sais plus où, là, où ils ont réfléchi, par exemple, c'est là où est né l'entraînement mental, par exemple. Ah, là, tu restes sur l'éducation populaire, c'est ça? Ouais, Oui, ouais. oui. Donc l'entraînement mental, mais ça a regroupé des gens qu'on a retrouvés après dans le. Bob Mary était dans ces trucs-là et on a retrouvé après comme directeur du Monde, par Ah, ça, je ne savais exemple. pas que Veuve Mary était là-dedans. Il y avait tous les responsables qui ont profité de. Normalement, Pétain les avait regroupés pour qu'ils pensent la France, machin, et puis ils ont profité de ce moment-là Ouais. pour réfléchir entre eux, mettre en place des choses comme l'entraînement mental qui était Ouais. à ce moment-là. Donc là, c'était instruction et éducation, quoi. Et puis, et de fait, ça a donné une génération de responsables médiatiques, je dirais, de médias. Mais très formé éthiquement, politiquement Ouais, et de la méthodologie. Je dis quelques mots sur l'entraînement mental pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, parce qu'en fait, effectivement, c'est l'époque de l'école d'Uriage et l'époque de la formation politique dans les maquis. Joffre Dumasdier, qui était un gamin de prolo, enfin autodidacte, bon, à l'école, qui était sportif de haut niveau, ça va être important, la question de l'entraînement, que c'était un sportif de haut niveau, et sociologue, qui est devenu résistant dans les maquis. Et en fait, ce Joffre Dumasdier, au regard des situations d'urgence incroyables et comment dire, des problèmes incroyables qu'avait la résistance à gérer, il fallait être capable d'être hyper efficace, hyper opérationnel dans des situations gravissimes, mais y compris en gardant toujours la question de l'éthique et des valeurs. Et du coup, en fait, Joffre Dumasdier a élaboré dans les maquis, c'est lui qui a eu en charge la formation. Il y avait la formation militaire qui était obligée dans les maquis. Et puis lui, pendant qu'il était au maquis, donc c'est pas juste qu'ils ont fait des clubs de réflexion pour passer du temps à se divertir un petit peu, c'était comment on fait pour augmenter l'efficacité intellectuelle politique des résistants qui sont engagés dans une lutte armée. Et donc, du coup, ils ont organisé, ils ont inventé une méthode qui s'appelle donc l'entraînement mental. Et l'entraînement mental, il porte son nom puisque lui, il a élaboré ça comme l'entraînement sportif. Pour être un bon sportif physique, bon, il y a le mental dans le sport toujours, et même en tout cas, il avait dit, moi souvent je l'explique comme ça, quand vous devez vous former à lancer le javelot, tu n'apprends pas le javelot et tu ne le lances pas n'importe comment. Et puis, il y a un échauffement à faire. Et puis, il y a des années de formatage un peu de ton corps, enfin de formatage, en tout cas d'apprendre à utiliser ton corps pour que petit à petit, en respectant les séquences de ton corps, que tu puisses apprendre à optimiser ton lancer de javelot. Mais c'est aussi comment pas abîmer ton corps. T'as beau faire plein de muscu, tu te prends mal le javelot, tu lances comme ça. Merde, déchirure musculaire, je ne peux plus utiliser mon épaule pendant 2 semaines. Et ben Geoffroy Dumasdier, il a dit le cerveau, en fait, c'est comme un muscle. Le cerveau a une manière de fonctionner et il faut pouvoir le respecter. Il y a des séquences, des manières de penser droit ou de penser de travers. Et si on n'utilise pas bien notre cerveau, on peut aussi se faire mal au cerveau, penser de travers et mal lancer le javelot, pas être efficace, ou parfois avoir une action qui est contre-productive du point de vue de nos valeurs. Et donc l'entraînement mental, ils ont essayé d'élaborer une méthodologie de pensée au service de l'action, aussi avec la question de l'éthique qui était extrêmement importante, et accessible au plus grand nombre. Pour que ce ne soit pas seulement les élites intellectuelles, les professions intellectuelles supérieures qui pensent et les autres, c'est les petites mains. Non, 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 il fallait qu'on ait un peuple en entier qui soit éduqué, capable de penser, y compris penser contre ces élites, parfois quand les élites ont des valeurs ou des pratiques qui vont de travers. Et donc l'entraînement mental, ça a été un des principaux outils de formation collective de la résistance pour des gens, y compris qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas alphabétisés, etc., mais qui sont intelligents, mais qui ne savent pas forcément optimiser leur intelligence, d'accord, pour penser en situation d'urgence sur le long terme. Effectivement, l'entraînement mental a ensuite irrigué une énorme partie des mouvements d'éducation populaire, et ceux qui sont au sortir de la guerre ont réinvesti ça un petit peu partout. Moi, par exemple, l'entraînement mental, je l'utilise comme méthode d'analyse et de pensée qui est en lien avec la méthode scientifique aussi. Mais par contre, la méthode scientifique, parfois, il manque parfois une réflexion sur les valeurs.
de la connaissance que tu produis. Et l'entraînement mental, la valeur, tu es obligé de te poser la question de ton action. Ce n'est pas que l'efficacité pour l'efficacité, ou pas que la connaissance pour la connaissance. C'est quel est l'impact de cette connaissance et de ton analyse ou d'une action sur le monde, en termes de dégâts humains ou de soutien à l'humanité, pour le dire comme ça. Et sur la question de la presse, donc peut-être, si tu l'abordes maintenant, est-ce que vous savez les réflexions qu'il y a eu dans la résistance et au sortir de la Seconde Guerre mondiale sur le volet justement de la presse, du rôle des médias dans la fascisation des sociétés, des sociétés européennes? Est-ce qu'ils ont essayé de mettre en place au sortir de ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà croisé ces réflexions-là? Ça vous évoque rien spontanément? Le rôle de la presse est fondamental dans la diffusion des idées antisémites, des idées fascisantes, des idées d'extrême droite. Et l'essentiel de la presse était à collaborer avec Pétain, avec les nazis, étaient les soutiens à l'appareil fasciste français, du coup, à cette époque-là. Donc, au sortir de la guerre, tout le monde a aussi pris la mesure. Parce qu'en fait, sortir de la guerre, c'est aussi comprendre comment on en arrivait là. Ça, c'est un des enseignements au sortir de la guerre. Comment c'est possible? Je vous rappelle, et donc ça, je le redis, moi, c'est quelque chose qui m'avait été dit par un résistant. Ça m'avait marqué, puis je l'ai entendu plusieurs fois après par plein de gens différents. Ça doit vous dire quelque chose. Le fameux « plus jamais ça ». Vous l'avez, je pense que vous avez tous entendu. Hein. Et du coup, au sortir de la guerre, quand ils disaient « plus jamais ça », ce n'est pas juste une abstraction. Plus jamais ça, ça veut dire à la fois plus jamais la bête noire, le fascisme, le nazisme, etc., plus jamais la haine, plus jamais la guerre. Mais plus jamais ça, au sortir de la guerre, ça voulait dire aussi plus jamais les conditions qui ont permis au fascisme et au nazisme d'apparaître. Ce n'est pas seulement travailler sur les causes, enfin les conséquences, pardon, c'est travailler sur les causes. Et donc, au sortir de la guerre, il y a eu aussi un travail d'essayer de comprendre le processus d'avènement du nazisme, processus d'avènement du fascisme, ses racines, ses conditions. Et donc là, puisque je prenais que cet exemple-là, le rôle de la presse a été considérable. Et du coup, par exemple, au sortir de la guerre, il y a une partie des patrons de presse qui ont été dépossédés de leurs journaux. Il y a eu une appropriation nationale des journaux, des licenciements, une prise des biens, des imprimantes et une politique d'État de contrôler la presse. Dans peut-être je vais y revenir après, mais dans le programme du Conseil national de la résistance, donc qui s'appelait Les Jours heureux, c'est très important, ce nom, je vais y revenir après, il y a tout un chapitre sur justement la question de la presse. L'analyse des résistants au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la presse est un objet démocratique et de liberté de pensée et d'expression trop important pour être... donc, il y a 2-3 dimensions. Déjà, pour qu'il n'y ait pas de pluralité démocratique des points de vue, puisque là, à pas avoir assez de pluralité démocratique des points de vue, ça a laissé la droite et l'extrême droite s'accaparer l'ensemble les esprits des citoyens, pour le dire comme ça. Ça a été aussi une critique féroce du pouvoir de l'argent, où parfois le petit fait divers qui va faire vite vendre quelque chose, mais qui est infondé et qui est faux, mais qui a développé l'antisémitisme dans le coin. Voilà, un mensonge qui fait vendre dans un quartier sur un juif qui aurait fait ceci ou cela, bah, tu vends des feuilles de chou, tu te fais plein d'argent, mais c'est faux. Ouais, mais c'est dangereux. C'est aussi la question de l'indépendance de la presse et de l'État, du contrôle politique et du contrôle économique. Et donc, c'est la question de l'indépendance financière et politique de la presse qui est posée au sortir de la guerre. Donc, bon, ça, je ne le réaborde pas là, mais il y a eu des ordonnances en 1944 sur la liberté de la presse qui ont été conséquentes. Et c'est une des logiques qui se poursuit dans les batailles depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, sur cette question de l'indépendance des médias, de la pluralité des points de vue dans les médias, et sur, par exemple, au sortir de la guerre, des vendeurs de venin antisémites n'avaient plus leur place dans les médias. Ils ont été défaits, démis de leur fonction. Ok, vous pensez à d'autres choses, d'autres types de réactions au sortir de la guerre? Vas-y. La mise en place de la sécurité sociale, les choses comme ça. Oui, exactement. Là, on est sur le volet. Alors, il y a un lien entre l'économique et le social au sortir de la guerre. Donc, effectivement, là, je viens de parler du programme des Jours heureux. Le programme du Conseil national de la résistance, il a 2 volets. Si jamais vous avez l'occasion d'aller le lire, ce n'est pas très long.
ça vaut vraiment le coup. Je l'ai en format Word, je pourrais vous le renvoyer, enfin, ou je l'ai là ou pour le photocopier tout à l'heure ou pas. C'est un texte qui est très important. Le programme du Conseil national de résistance, je rappelle, c'est ce qui a uni toutes les forces résistantes qui au début étaient chacune éparpillées. Et il y a une double dimension. Une, c'est à court terme, donc ça c'est la méthode d'entraînement mental, objectif à court terme, objectif à long terme. À court terme, c'était comment on organise l'insurrection globale résistante en lien avec les forces alliées pour abattre rapidement et efficacement le nazisme et l'occupation nazie, etc. Donc là, il y a toute une série de comment on s'y prend. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait juste après. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'arrêter la guerre, c'est quelle société on rêve et on souhaite mettre en place. Et ce titre-là, Les Jours Heureux, il est juste complètement incroyable. On n'est pas sur un titre, je sais pas, l'avenir économique et social du pays après la guerre. Leur objectif, au sortir de la guerre pour tout le monde, c'est de viser les jours heureux pour tous et pour toutes. C'est pas juste plus mourir de faim, c'est d'être heureux. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est le chéteau des poètes. Acheteur, j'avais encore un petit peu de... Non, c'était le bonheur pour tous au sens très puissant du terme. Et c'est y compris fabriquer une société qui ne soit pas basée sur la tristesse, la misère, la pauvreté, etc. C'est fabriquer une société qui tient tout le monde debout pour éviter qu'il y ait des haines qui reviennent. Et donc, dans l'analyse du Conseil national de la résistance, elle était que c'est bel et bien la crise économique du capitalisme des années 20 et des années 30. Je rappelle, crise économique de 29, le krach, mais en fait la crise elle démarre avant. C'est la déstructuration des sociétés européennes sur le plan économique, sur le plan social, la destruction aussi des familles, parce qu'une famille, elle ne tient pas quand elle est dans la misère et que c'est la galère pour tout le monde. Vous vous rappelez de ça? Crise économique de 1929, c'est la déflagration au niveau mondial de plein de sociétés qui se ruinent. Les images on a encore un peu d'imaginaire collectif autour de ça, avec les millions et les millions et les millions de chômeurs, de miséreux, etc., des soupes populaires, des gens qui crèvent la faim, etc. Et donc, dans l'analyse de l'époque, sur les causes du nazisme et du fascisme, c'était la misère et la pauvreté, sur lesquelles les fascistes se sont emparés de cette rage, cette colère, cette haine des gens face à l'injustice qu'ils subissaient, et ils ont détourné la colère en disant que c'est la responsabilité des juifs, des asociaux, des SDF, des communistes, des je sais pas qui, des témoins de Jéhovah, un peu toutes les cibles là. Si vous êtes dans la merde aujourd'hui, et donc il faut avec nous les exterminer, demain on sera heureux. Je vais un peu vite, mais c'est bien ça qui s'est passé. C'est sur la base de cette destruction des sociétés, et donc du coup, c'est pas la société qui s'est détruite toute seule. C'est le capitalisme et les orientations du capitalisme. Et donc, c'est une critique du capitalisme qui amène à l'avènement des jours heureux et de l'après-guerre en matière de politique. Alors là, je vous fais un petit truc d'économie rapide. C'est beaucoup plus compliqué que ça en économie, mais on pourrait retenir qu'il y a 2-3 grands principaux courants en économie. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle nous maintenant le néolibéralisme. À l'époque, on appelait ça juste le libéralisme. Pour simplifier, c'est pour que le capitalisme, pour que les sociétés humaines se développent, il faut laisser le capitalisme et les capitalistes sans aucune contrainte, l'autorégulation du marché. On fera des sous, vous pourrez consommer, on sera tous heureux, etc. Une deuxième, donc, c'est l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, et les citoyens non plus, laisser faire les patrons, c'est la théorie du ruissellement, là maintenant. Laisser les riches devenir super riches, et puis les autres, on aura des gouttes d'argent qui vont nous tomber sur la tête. Bon, c'est encore un peu sec, là, pour l'instant, pour beaucoup de personnes. Donc ça, c'était le courant majoritaire, le libéralisme, dans les années 2000 et les années 30. Peu d'interventionnisme sur l'État. Un autre courant, donc c'est un courant qui est plutôt proche des différents marxismes ou différents anarchismes ou différents socialismes, qui est au contraire l'État qui dirige l'économie. On n'a plus l'économie qui est au-dessus de l'État, mais l'État qui dirige l'économie avec un contrôle de l'appareil de production et des orientations de la production de la société humaine par l'État. On va dire que c'est le marxisme, le communisme, etc. Ça vous parle, ça, mais même le socialisme, etc. Et puis, on a, pour simplifier, une espèce d'entre-deux, qui était ce qu'on a appelé le keynésianisme, John Maynard Keynes, qui était pour lui, on ne va pas détruire le capitalisme, mais par contre, c'est l'État qui doit contrôler le capitalisme et pas le capitalisme qui doit contrôler la société.
Ça va quand je dis comme ça, ces trois tendances-là? Là, l'analyse qui est faite au sortir de la guerre, c'est que clairement le libéralisme, le capitalisme, c'est un animal sauvage qui ne sait pas s'autoréguler, contrairement à ce qu'il raconte. Et donc, c'est trop de liberté du capitalisme a détruit les sociétés. C'est l'analyse qui est faite au sortir de la guerre, et y compris, je rappelle que dans le CNR, ceux qui portent cette analyse-là à l'époque, c'est évidemment des communistes, des socialistes, des radicaux de gauche, là, c'est le centre, on va dire comme ça, des démocrates chrétiens, mais c'est aussi une partie de ce qu'on a des gaullistes, de la droite sociale, etc. En fait, il y a une sorte de consensus majoritaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour dire le capitalisme, il faut le laisser libre, d'accord? Et la gauche est minoritaire dans les débats, dans les conceptions de l'économie, là. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est jusqu'à la droite que tout le monde pense que le capitalisme ne peut pas se réguler seul. Ça va quand je le dis comme ça? Et donc, du coup, au sortir de la guerre, il y a un accord, y compris des gaullistes, pour développer donc la sécurité sociale. Donc, je rappelle que la sécurité sociale, c'est une idée profondément communiste, socialiste. Enfin, c'est pas du tout. On ne laisse pas les gens seuls face à la maladie, face à la santé, face à la vieillesse, face à la validité, etc. C'est l'État, par l'impôt, où on va avoir une solidarité nationale et collective, et où celui qui a plus de moyens, mais plus dans le pot commun, celui qui n'a pas de moyens, mais pas dans le pot commun, mais quiconque est malade sera soigné. Ce n'est pas du tout une idée libérale et capitaliste, ça. Hein. Le libéralisme et le capitalisme, si tu bosses, que tu as assez de sous, tu pourras mieux te soigner. Tu n'as pas de sous, désolé. On n'est pas du tout sur les... Mais c'est des modèles de société qui sont fondamentaux. Donc, effectivement, au sortir de la guerre, création de la sécurité sociale, et y compris dans leur analyse de l'époque, c'est pour éviter qu'il y ait une insécurité civile, militaire, raciste, guerrier, etc., qu'il faut créer les conditions de sécurité économique et sociale, parce que c'est l'insécurité économique et sociale qui est la base de l'insécurité fasciste. Donc la sécurité sociale, ça va quand j'utilise ces mots-là dans cet endroit-là, la sécurité sociale, c'est une condition pour soutenir la société. Pour le dire comme ça, peut-être je vous l'ai déjà dit la dernière fois, dans un documentaire qui doit s'appeler, des fois je me mélange, je crois que c'est Chronique du salariat, Histoire du salariat, on verrait le lien, il est passionnant. On voit un vieux monsieur, un mineur de fonds, qui explique ce que ça a signifié pour lui, l'arrêt de la naissance de la sécurité sociale. Quelque chose de très, très simple. Il disait, alors déjà, il le disait avec ces mots-là. Peut-être j'ai déjà dit l'autre fois, ce personnage-là, je le reprends souvent, il me touche beaucoup et il est très clair. Il dit, chercher une belle conquête de la classe ouvrière. Et il dit, nous, ce que ça signifie pour nous, la sécurité sociale, c'est qu'on pouvait faire les enfants sans avoir peur qu'ils meurent. Waouh. Ah ouais. Bah ouais, en fait, ça voulait juste déjà dire ça. Faire des gosses sans te dire que tes enfants vont mourir. Ou tu peux même avoir un investissement émotionnel parental en faisant des enfants sans avoir cette inquiétude-là. C'est quand même pas rien. Mais c'est aussi pouvoir être malade, de te casser quelque chose et d'avoir un système de sécurité sociale qui te permet 3 jours, une semaine, un mois, pas de bol, 1 an d'arrêt maladie qui va être où l'ensemble de la communauté te soutient dans ta douleur. En fait, c'est révolutionnaire comme projet. Du coup, 45, ça vous va si j'enchaîne un petit peu, que je ne vous pose plus forcément les questions là un instant? C'est les logiques de planification des politiques publiques. La planification, dans le vocabulaire, c'est très socialiste et communiste, etc. Planifier. Du coup, là, c'est l'État français qui se donne pour mission comment on fait pour reconstruire le pays et quels objectifs on se donne sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Au sortir de la guerre, la planification, c'est pour résoudre la pauvreté ou l'analphabétisme dans notre pays, entraînement mental, hein, c'est quoi toutes les étapes pour que dans 50 ans, on en arrive à tel objectif? Si on n'a plus de logement, on ne fabrique pas des logements en un mois. Enfin, l'abbé Pierre, ça va, 1954, l'appel de l'abbé Pierre. La question du logement après-guerre, le pays est tellement détruit que c'est une catastrophe. Le sortir de la Seconde Guerre mondiale aussi, c'est tout un pays qui se remet en route pour reconstruire. Et donc ça, c'est de l'organisation fondamentale. Le sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est la question du système scolaire, économique qui est aussi en jeu. C'est la question des droits. Donc là, permettez-moi de revenir un peu sur cet aspect-là maintenant.
Vous le lirez avec le programme du Conseil national de la résistance, mais aussi avec la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies au niveau international, la Société des Nations ayant, c'est l'ancêtre de l'ONU, la SDN, là, qui n'a pas du tout réussi à assurer sa mission, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a la création, et ça pareil, la Charte des Nations Unies, je vous invite à la lire. Elle est juste surréaliste, puisque l'ONU, son objectif, c'est le maintien de la paix à l'échelle internationale et éviter qu'il y ait de nouveau la guerre, et y compris le fascisme, etc. Dans la charte de l'ONU, il est indiqué, donc y compris dans une partie de la Constitution française, là, pour éviter qu'il y ait le nazisme, la déshumanisation à nouveau, les haines, la guerre, en fait, on se met à parler, non pas de développement seulement de politique de l'emploi, mais de droit au travail. Le travail devient un droit. La santé, on parle de droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la famille, le droit à la protection pour les enfants. Donc, j'ai de la protection pour les enfants, donc c'est aussi le soutien de l'État entier au travail social, à l'éducation spécialisée, faire en sorte qu'il n'y ait plus de gamins. Par exemple, c'est l'ordonnance de 45 pour ceux qui ont bossé un peu dans la prévention de la délinquance, etc. On a un changement de logiciel d'éthique dans les sociétés. Avant 45, c'est une logique plutôt punitive pour les enfants. Tu es délinquant, tu es incarcéré, pour le dire comme ça. 45, c'est on se met à penser, non plus seulement en termes d'enfants dangereux à contrôler, enfermer et punir, mais des enfants en danger qu'il faut sauver, accompagner pour éviter qu'ils dérivent. Ce n'est pas du tout la même logique de pensée. C'est soutenir des gosses et soutenir des familles, y compris pour éviter qu'ils deviennent des voleurs, des violeurs, des violents, des assassins, etc. Tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est soutenir les gens. Donc, c'est fondamentalement, en sortir de la guerre, c'est bien une logique au moins keynésienne qui est mise en place. C'est le soutien de l'État social, mais c'est aussi, du coup, plus globalement, la question de la redistribution des richesses, l'augmentation des salaires. C'est petit à petit, effectivement, on va arriver à l'idée de généralisation des retraites, d'avoir le droit de s'arrêter à un moment donné, les congés payés qui avaient été gagnés par le Front populaire qui sont augmentés. En fait, si vous suivez bien mon raisonnement, face à l'assèchement et la destruction du capitalisme trop rapace du point de vue économique, qui n'est pas capable d'assurer la survie de l'humanité, ça m'a dit comme ça, les sociétés se donnent comme objectif de pas seulement développer l'économie, mais aussi développer le social, la solidarité collective et donc d'autres valeurs qui ne sont pas du tout celles des nazis. Puisque les nazis étaient fondamentalement capitalistes, c'est la loi du plus fort. C'est profondément une idéologie meurtrière, individualiste, compétitive. C'est darwinien à fond. Tu ne sais pas te défendre, tu crèves. Tu es handicapé, tu crèves. D'accord? C'est vraiment, on est. Et donc, au sortir de la guerre, on a un nouveau système de valeurs, de principes qui est réaffirmé par les chartes de l'ONU. Mais ce système de valeurs, ce n'est pas que du déclaratif avec du pipeau. C'est-à-dire que ce déclaratif, ce système de valeurs, il va se traduire dans des politiques publiques, dans des lois, dans de l'argent qui est redistribué, dans du soutien, etc., avec une disposition juridique. OK. Sur ce qu'on n'a pas abordé aussi en termes de réaction au sortir de la guerre, c'est peut-être un aspect. Alors ça, l'aspect condamnation morale, politique, c'est aussi le travail scientifique, soutien à la recherche pour éviter, y compris sur la recherche pour comprendre les causes du nazisme, etc. Donc, c'est un soutien des universités, des chercheurs, etc. On a un aspect sur une volonté qu'une société démocratique soit un peuple qui soit intellectuellement, qui puisse s'autodéfendre face à des charlatans, des manipulateurs et des dangereux. D'accord, la dimension intellectuelle, elle est forte de ce point de vue-là. Pas élitiste, c'est pas que tu as fait bac plus et non, c'est un peuple en entier, que tu sois maçon, éboueur, prof ou n'importe quoi, tu dois avoir accès à des clés de lecture pour être un citoyen à part entière. Dans la démocratie, une démocratie juste, pas seulement le fait de voter tous les je ne sais pas combien de temps, c'est de penser les orientations pour l'humanité, pour le bien de tous dans la société. Les aspects que je n'ai pas abordés là aussi, c'est la question, le volet répressif. C'est la traque aux nazis et aux collabos. C'est la sanction. Ce n'est pas seulement l'éducation pour la paix, désolé, tu as génocidé, allez, on passe à autre chose. Non, ça a été les procès de Nuremberg, ça a été l'arrestation des collabos, ça a été la saisie des biens, ça a été la nationalisation d'entreprises collabos et de la bourgeoisie qui collaboraient. Les mines ont massivement collaboré avec les nazis, nationalisation des mines qui deviennent les charbonnages de France. Renault, qui étaient des voitures qui ont largement financé les nazis allemands ou français, nationalisation, Renault devient une entreprise publique.
Donc, c'est aussi la saisie des biens des collabos, des fascistes, des gens, des Français d'extrême droite. Et ces biens sont aussi mis dans le pot commun de l'État national, de notre argent pour financer l'hôpital public, financer les services publics, les retraites, les droits, etc. D'accord ? C'est ceux qui se sont fait de l'argent sur le nazisme et la misère, qui ont volé les biens des juifs, etc. Il y a aussi une saisie, et c'est aussi donc un acte de... Vous savez, il faut de l'éducatif, du préventif, mais il faut aussi de la sanction. S'il n'y a aucune sanction quand des gens dérivent, tu peux toujours dire à un violeur, je ne sais pas bien de violer. Hein. Si jamais à aucun moment donné, il va avoir la moindre sanction, on ne va pas s'arrêter. La question de la voiture, c'est pareil. Il ne faut pas d'excès de vitesse. Bon, on peut te le dire plusieurs fois, mais si tu n'es jamais sanctionné, une société, elle tient parce qu'il y a de la prévention et des valeurs, mais elle tient aussi quand il y a des comportements qui sont réprimés et dissuasifs. Donc, il y a eu des conséquences de ce point de vue-là. Le procès de Nuremberg, c'en est une, et plus globalement, c'est aussi la traque et la chasse aux nazis et aux responsables qui ne s'arrêtent pas, puisque la chasse aux nazis, elle a encore lieu aujourd'hui. Hein. Il y a encore des nazis qui sont cherchés, ceux qui sont planqués aux États-Unis. Il y en a même qui se retrouvent encore en Allemagne, qui ont réussi à se planquer, en Amérique latine. C'est une politique sur la durée. Hein. Avec ça aussi, c'est compliqué, la chasse aux nazis, parce que du coup, l'histoire n'est pas si clean que ça. Il y a des nazis qui n'ont pas été chassés quand c'était des ingénieurs bien utiles pour les pays occidentaux vainqueurs de la guerre. Hein, mais bon. OK, il y a aussi donc la création par le juridique et le légal, naissance des lois qui condamnent le racisme, il n'y en avait pas avant, qui condamnent le racisme contre les Noirs, le racisme antisémite, qui condamnent le négationnisme de crimes contre l'humanité, le négationnisme des camps de concentration, de la Shoah, etc. D'accord, il y a des lois avec des amendes, de la prison, il n'y a plus de liberté d'expression sur certains sujets. Alors qu'avant ces lois-là, un nazi avait le droit d'être nazi et de s'exprimer dans les journaux, d'être un éditorialiste nazi, même si le nazisme n'était pas encore arrivé au pouvoir. Après la guerre, non, il y a eu un changement. Par contre, c'est tard. Hein. Cette question-là, elle est tardive. La lutte contre le racisme et les idées nazies au sortir de la guerre, la première loi qui condamne le racisme, c'est 1972. Ah, c'est effrayant, hein. C'est un peu tard. Hein. Il y a peut-être eu l'histoire des droits civiques aux États-Unis qui était tardive aussi. Oui. Ouais. En tout cas, du coup, ce qui est un peu étonnant pour nous, enfin moi, je me remets dans ma peau de gamin là, où moi je suis allé dans les camps de concentration pour voir ce que c'était, qu'on m'a expliqué, etc. Quand moi j'ai vu cette horreur-là, mais je me suis dit, bon, bah, c'est obligé qu'il y ait eu une lutte des États aussi contre l'idéologie nazie, raciste et compagnie. Et puis bon, bah, c'est un peu plus compliqué que ça. On a d'abord reconstruit le pays, on a d'abord fait ceci et cela, et il n'y a pas forcément une... Là, aujourd'hui, après plus de 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi eu le travail d'éducation, le travail de lutte idéologique et de lutte scientifique contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Mais du coup, effectivement, ça a pris un petit peu de temps, ça. Et puis donc, il y a les lois, et après, ce qui est compliqué, c'est l'application des lois. Quand on la lit, la loi de 72, là, moi, j'étais jamais allé, j'ai toujours entendu depuis que je suis gamin, j'ai jamais eu le réflexe d'aller jeter un coup d'œil. Puis je me disais, mais mince, en fait, dans la loi de 72, il est déjà marqué que si tu insultes ton voisin avec une insulte antisémite, négrophobe, islamophobe, bah, en fait, la loi, elle est censée te punir d'une amende ou de la prison. Je dis, bah, merde, en fait, on a une loi qui, quand on se dit des fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un voisin qui fait ci ou qui fait ça, ou dans la presse, quelqu'un tient tel ou tel propos, ou dans les réseaux sociaux, mais en fait, il y a une loi qui le condamne. En fait, on devrait pouvoir s'en saisir. Effectivement, et parfois on peut s'en saisir, mais ça c'est compliqué aussi. Ok, qu'est-ce que j'aurais oublié là encore dans les grands points que je voulais aborder? Les politiques keynésiennes, les programmes du CNR, c'est bon. Oui, alors ça c'est un point délicat, mais je voulais essayer de l'aborder quand même. Le risque aussi quand il n'y a pas d'intervention, de paix, de justice, avec tous les moyens là, que je viens de donner, c'est la question de la vindicte populaire et le tribunal, comment on appelle ça, quand c'est hors de la loi, hors de l'État, où on fait justice soi-même, là, ça a un nom, j'ai oublié le... Quand vous savez qu'au sortir de la guerre, ça a été des lynchages, des assassinats aussi, des collabos.
les femmes tondues. Donc ça c'était bien pratique, hein. On n'a pas touché aux collabos qui bossent toujours à la préfecture ou qui bossent toujours pour tel journal. Par contre, la fille du quartier qui a couché un coup avec un nazi, bon, elle s'est fait tondre. Il y en a qui se sont fait pendre. Bon, il y a eu, alors je vais pas dire lynchage parce que le terme de lynchage, c'est important de le garder pour les États-Unis. Mais en tout cas, il y a eu des vendettas, il y a eu des vengeances populaires, des assassinats, etc. Et donc, il fallait aussi garantir, euh, euh, comment dire ça, qu'à des massacres, il n'y ait pas en réaction d'autres types de massacres. Parce que ça, on peut se raconter ce qu'on veut globalement, intellectuellement. Là, quand on a vécu des massacres, il y a une pulsion de vengeance. Enfin, quand je dis massacre, ça peut être un autre type d'injustice, hein. La pulsion de vengeance, elle fait partie de l'humanité aussi. Donc, il faut la cadrer et elle se cadre d'autant mieux qu'il y ait processus de justice qui se met en place, derrière. Pour le dire comme ça aussi, si je vous parle de ça, c'est aussi quand les injustices antisémites, racistes, etc., qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, ou d'autres types d'injustices, quand notre société n'arrive plus à faire justice face à des agresseurs, des oppresseurs, etc., il y a un risque d'augmentation du passage à l'acte des gens qui vont faire justice par eux-mêmes, hein. C'est à chaque fois que la société relâche dans sa capacité d'assurer une paix qui ne soit pas seulement l'absence de violence. La paix, ce n'est pas l'absence de violence, c'est l'absence d'injustice aussi, l'absence d'agression. Sinon, parfois, du coup, ça a une violence subie, une contre-violence, et là, on ne se sort plus. Ok, là, ce que je n'ai pas abordé, peut-être aussi sur les inégalités depuis 1945, des acquis et même des lois qui protègent. Les lois qui condamnent l'homophobie, elles sont très tardives. D'accord. Les lois qui vont condamner peut-être la dimension viriliste, machiste et violente des nazis, par exemple, il aura fallu le mouvement féministe pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place là-dedans, hein. La logique égalitaire, elle n'a pas avancé partout en bloc à un seul moment. Et pour certaines parties de la haine et de la violence nazie, on a réussi à mettre en place plusieurs leviers d'action qui ont permis de faire reculer une partie de la haine nazie sur certaines cibles de population, etc. Et pour d'autres, pour des raisons qui sont un peu complexes, on n'a fait qu'un bout de chemin. Et on a dû compléter les années qui suivent. Ça va, si je le dis comme ça? Processus de haine pluriel, mais processus de contre-haine très inégalitaire, où il faut vraiment... et peut-être, je vais peut-être terminer sur ça, si vous me permettez, parce que pour moi, c'est un message en fait, d'espoir et d'encouragement. Si on avait un peu démarré nos ateliers, nos formations, là, en se disant, face aux recrudescences aujourd'hui des logiques de haine, de précarité, de pauvreté, on se sent démuni, il faut bel et bien avoir en tête qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, vu l'état de la société, le nombre de morts, justement de diffusion de la logique de haine, mais dans le cœur et dans l'âme de plein de gens, y compris de gens honnêtes, mais qui sont devenus au service du nazisme et de la haine nazie, en fait, dans tout ce processus-là. C'était une catastrophe, qui ont été endoctrinés, qui ont été embrigadés dans une logique de banalisation du mal et de la haine. On avait vraiment un système totalitaire, d'accord? Le nazisme est bien un système totalitaire, le nazisme, enfin les fascismes en général en Europe, là. Et on a quand même réussi pendant plusieurs décennies à trouver, alors encore une fois, je le rappelle que la question des sous, il n'y en avait plus dans les caisses, la société était rasée, l'économie était complètement détruite. Enfin, pour le dire comme ça, on était dans une situation bien pire qu'aujourd'hui. On est d'accord que 45-50, on est dans une situation bien pire qu'aujourd'hui. Ça va, ça, il n'y a pas trop de débat à faire, hein. Pourtant, dans cette situation-là, des gens étaient capables de produire des programmes tels que les Jours heureux, de se fixer non pas seulement un objectif d'être moins dans la merde, mais de transformer radicalement la société pour atteindre justement les Jours heureux et empêcher que le fascisme renaisse. Il y a eu une diminution radicale dans l'espace public de propos antisémites, de l'extrême droite, etc., qui a été contenue. Et on a réussi, pendant, en tout cas, jusqu'aux années 70, parce qu'après, ça se gâte, mais la période des dites 30 glorieuses, alors elles ne sont pas glorieuses pour tout le monde, pas pour les colonies, par exemple, françaises ou autres, ni non plus pour tous les exploités, les opprimés en France. Néanmoins, la politique du plein emploi, par exemple, voulue par l'État et par les forces politiques de gauche, et y compris de centre-droit, cette politique du plein emploi, par exemple, elle a permis la stabilisation de la société pendant au moins une trentaine d'années.
Ça va un peu cette tête-là, que ce qui s'est passé les années 50 aux années 70, ce n'est pas le hasard de la pluie, du beau temps et de la conjoncture, c'est des décisions qui ont été prises en 45, 44, 45, 46, 47, etc. C'est des décisions politiques qui ont produit des résultats en termes de hausse, de conquête des libertés démocratiques, de stabilisation des sociétés européennes, etc. C'est bien des décisions politiques qui ont fabriqué, qui ont diffusé, infusé dans la société une nouvelle donne de l'après-post-nazisme. J'espère que je suis clair sur cette conclusion-là. En tout cas, on a bien réussi à ce moment-là à pouvoir identifier que si le nazisme avait utilisé plein de stratégies pour défaire la société et en fabriquer une nouvelle, au sortir de la guerre, on a aussi identifié une série de leviers stratégiques pour pouvoir fabriquer un autre monde. Et c'était sur ça que je voulais clôturer pour nous redonner un peu quelques éléments de perspective pour les séances, y compris suivantes, quand on réfléchira aussi ensemble sur, je vous rappelle que c'est plus tard qu'on va faire ça, le diagnostic de l'état de la société d'aujourd'hui, puis dans une autre séance, les perspectives qu'on a de transformation et des leviers de transformation qui sont à disposition. Ce qui me paraissait vraiment nécessaire là, dans une période où on n'est pas franchement une période à l'espoir fabuleux quand même, hein, c'était de pouvoir revenir sur des périodes aussi terribles de l'histoire pour pouvoir se dire, tiens, qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui ont réussi à reprendre du courage, de l'espoir, et pas seulement à rêver sans traduction matérielle des rêves, mais à arracher une série de conquêtes qui étaient réalistes et faisables et qui ne nous sont pas, selon moi, inatteignables, y compris pour aujourd'hui. Je m'arrête là dans le propos que je voulais présenter là maintenant. On repart en mode discussion, complément, désaccord. Tiens, ça me fait penser à autre chose ou un point de clarification que j'aurais peut-être oublié une donnée importante de ces éléments-là de reconstruction du pays et des sociétés après le nazisme.